Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Schedgen et Alessio Troiano de la société Swiss Life Select. Alors, je vous en dirai un petit peu plus euh, tout de suite. Là, je vois, il y a encore du monde qui arrive. Voilà, alors juste en préambule, avant de leur laisser la parole, l'objectif du jour, hein, c'est euh, comment optimiser sa fiscalité grâce au deuxième et au troisième pilier. Donc, euh, pour rappel, chez Better Study, on propose des formations en ligne en finance, comptabilité, RH. Et l'idée de ces webinaires publics, c'est d'apporter donc un éclairage sur les métiers auxquels nous formons, avoir une vision un petit peu périphérique de ce qui se fait et vous informer sur les tendances, les actualités et offrir justement de la valeur, des contenus, des ressources supplémentaires à notre communauté. Et par communauté, donc j'entends les personnes qui se forment chez nous, qui se sont formées chez nous, nos alumni, et puis potentiellement les personnes qui se formeront un jour chez Better Study. Donc, euh, Au niveau du déroulement, on aura une présentation qui se veut un petit peu interactive. Donc, si vous avez des questions, là, c'est écrit questions-réponses en fin de webinaire parce que dans certains contextes, on préfère ça. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Donc, euh, Juste au niveau organisation aussi, bon, là, je vois que la plupart des micros sont éteints, donc c'est très bien. Je vous demande juste, peut-être celles et ceux qui n'ont pas encore coupé leur micro, de le faire pour éviter qu'il y ait des sons périphériques. Voilà, on assurera la qualité du son au mieux de cette façon-là. On Alors, a, ce on a qui est aussi une slide, on a aussi une slide pour les questions à la fin, pour ceux qui veulent plutôt les poser à la fin en verbal, sans c'est souci. possible aussi. Ouais, ouais. D'accord, super. Alors, juste encore un dernier point avant de vous donner la parole. Donc, l'objectif du jour, ce qui est particulièrement intéressant hein, dans les formations auxquelles on forme, c'est que il y a un gros aspect sur les assurances sociales et puis aussi sur la fiscalité pour former des comptables. Et puis, l'idée avec ce webinaire, c'est de faire le lien entre les assurances sociales et la fiscalité. On verra qu'on peut faire de l'optimisation fiscale, ce qui est tout à fait légal, hein, et puis faire le lien avec le deuxième et le troisième pilier, donc des choses auxquelles nous formons notamment pour la question de la gestion des salaires. Donc, ça permet non seulement de créer de la valeur en investissant, mais aussi réduire ses impôts. Donc, soit pour soi, ça peut s'appliquer donc à titre privé, mais aussi pour sa clientèle si on travaille en fiduciaire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Julien et Alessio pour le démarrage de votre partie. Et puis un grand merci à vous deux, évidemment, de votre participation. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci infiniment, Christophe, pour l'opportunité et pour nous accueillir dans ton webinaire. C'est un grand plaisir pour nous d'être là. Je vais juste, du coup, partager mon écran tout de suite. Voilà. Normalement, ça devrait être visible. Est-ce que tout le monde a bien le document en plein écran? Ça me paraît bien. Oui. Euh, Voilà. Donc là, je vois qu'il y a le chat. Alors moi, je vois pas vos visages. Je vois pas vos visages encore, mais on va faire au mieux comme ça. Alors, c'est du coup Alessio qui va commencer l'introduction du sujet. Je lui laisse la parole. Et puis, n'hésitez pas pour les questions. On est à dispo. Alors, bonjour à tous. On va commencer cette présentation avec deux citations qui illustrent bien la discussion d'aujourd'hui. Donc, la prévoyance est la clé de la sagesse. Elle nous prépare à affronter les incertitudes de demain. Et la deuxième, l'optimisation fiscale n'est pas un simple jeu de chiffres, mais une stratégie intelligente pour bâtir un avenir financier solide. Et maintenant, on va voir à quel point ces citations reflètent la vérité. Avant ça, on aimerait bien vous présenter en quelques mots Swiss Life Select et la manière dont on accompagne nos clients. Chez Swiss Life Select, notre mission est d'analyser en profondeur la situation financière de chaque client afin de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins et à ses objectifs. Notre travail ne s'arrête pas là. On met en place un suivi actif et personnalisé qui s'étend sur plusieurs années en garantissant ainsi un accompagnement durable et évolutif. Notre objectif, au final, c'est de faciliter la vie de nos clients en leur apportant des conseils clairs et adaptés à leur situation financière.
Voici un résumé des prestations que nous proposons, illustrées à travers ces pyramides. À la base de la pyramide, on va retrouver des éléments essentiels qui sont indispensables pour assurer une sécurité financière stable. Avant de penser à investir, il est primordial d'établir des bases solides afin de protéger son patrimoine et son niveau de vie en toutes circonstances. Une fois ces fondations sécurisées, nous accompagnons nos clients pour qu'ils puissent se constituer leur fortune, préparer leur retraite sans devoir abaisser leur train de vie. Et au sommet de la pyramide, nous les aidons à atteindre des objectifs comme l'acquisition d'un bien immobilier. Notre approche, elle est assez globale et évolutive. On va suivre nos clients sur le long terme en ajustant leur stratégie en fonction de leurs objectifs et des opportunités qui se présentent. Pourquoi s'intéresser à l'optimisation fiscale? Euh, Ça permet de réduire drastiquement ses impôts. Ça permet aussi de sécuriser une partie de son épargne afin de préparer sa retraite de manière sereine. Et maintenant, je vais donner la parole à Julien qui va nous expliquer plus en détail tout ça. Extra, merci Alessio. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui du système de prévoyance. Alors on a de la chance, hein, le système en Suisse, il est assez bien fait. Il repose, comme tout le monde sait, sur trois piliers. Alors ces trois piliers, le système de prévoyance, finalement, ça sert à trois choses. Ça sert à la retraite, ça sert si on est invalide, si par exemple on est en incapacité d'exercer son métier pour raison de santé, et en cas de décès. Voilà. C'est dans ces trois cas, là où ça va venir intervenir. On a un système qui repose sur trois responsabilités différentes. Le premier pilier, c'est la responsabilité de l'État de nous fournir une prévoyance minimum. Et pour ça, on cotise tous, c'est un système par répartition avec un pourcentage de son salaire et on a un minimum et un maximum en cas d'invalidité, en cas de décès pour les survivants ou à la retraite. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité de l'employeur. Dès qu'on a un job, dès qu'on est employé, on a une caisse de pension, c'est un système obligatoire dans lequel on capitalise pour soi-même. Et puis là, il y a des grandes disparités, on verra, entre un bon deuxième pilier, parce qu'on a un bon employeur, sympa, avec des moyens, et un mauvais deuxième pilier, ça peut faire des différences assez significatives. Le troisième pilier, c'est la responsabilité de l'individu. Alors, le troisième pilier, ce n'est pas vraiment un terme consacré, hein, ça veut tout dire et rien dire. C'est de l'épargne qui peut servir à la retraite. Et on a différentes formes spécifiques de troisième pilier, le A, le B. On verra un peu les différences et en quoi on peut optimiser sa fiscalité avec ces points-là. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Pour le premier pilier, alors les optimisations fiscales en termes de premier pilier, elles sont pas forcément évidentes parce que c'est obligatoire. Tout le monde doit cotiser, hein, les indépendants, les salariés. Et on a un taux fixe, un 10 pour un indépendant et 10,6 pour un salarié. L'avantage du salarié, il cotise seulement la moitié, hein, il déduit ça de ses impôts, et l'autre moitié est financée par l'employeur. L'indépendant, il doit tout financer lui-même. Bien sûr, il va pouvoir déduire les cotisations sociales de son revenu imposable. Les cotisations sociales, au sens premier, deuxième et troisième pilier, sont toujours déductibles du revenu imposable. Ça, c'est un principe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser et sa fiscalité avec avec le premier pilier? Alors, dans un cas qu'on a relevé avec Alessio, qui est le cas de l'entrepreneur propriétaire actionnaire de sa SARL ou de sa SA, puisque cette personne-là, elle a la possibilité de choisir si elle se verse un salaire à 100% ou si elle se verse un salaire plus une participation, une distribution des bénéfices qu'on appelle un dividende. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer se verser un salaire de 100 000 et un dividende de 30 000 francs, par exemple. Le dividende est exonéré de cotisations sociales. Pourquoi ça serait intéressant de le faire? Parce qu'à partir de 90 000 francs de revenus environ, finalement, on cotise dans le premier pilier pour les autres et plus pour soi-même. Donc, ça pourrait être un moyen d'économiser ces 10% de charges sociales sur la partie qu'on se verse en dividende. Et le dividende, il est aussi privilégié au niveau fiscal, puisque 30%, quand on est dans des petites structures avec peu d'actionnaires, 30% du dividende est exonéré d'impôts. Voilà. Ça, c'est la seule source, on va dire, d'optimisation des cotisations ou d'optimisation fiscale qu'on retrouve avec le premier pilier, avec l'AVS, avec le système étatique. À noter, hein, le système étatique, c'est vraiment le minimum vital. Entre le premier et le deuxième, en moyenne, que ce soit à la retraite ou en cas d'invalidité, on est à peu près à 50, voire 60% du dernier revenu. C'est la raison pour laquelle on a institutionnalisé aussi le troisième pilier pour que les personnes puissent compléter les lacunes éventuellement de couverture à ces niveaux.
Maintenant, on va parler du deuxième pilier. Donc, il est aussi obligatoire, mais seulement à partir d'un certain seuil. Donc, il y a un salaire minimum pour avoir l'obligation de faire un deuxième pilier. En dessous de ce seuil, on n'a pas l'obligation. On pourrait le faire de manière facultative. C'est comme on n'a pas forcément non plus l'obligation de cotiser dans le deuxième pilier pour la retraite avant 25 ans. Pourtant, il y a des caisses de pension qui le proposent. Ça, c'est du système surobligatoire. Ça veut dire, en deuxième pilier, on a un système légal obligatoire pour lequel on est tous obligés de cotiser. Et puis, la caisse de pension peut donner du surobligatoire. Ça veut dire peut donner mieux, peut donner plus aux assurés que ce que la loi prévoit. Un indépendant, contrairement à ce qu'on pense, on pense toujours qu'il n'a pas de deuxième pilier. En fait, non, un indépendant, il a un deuxième pilier, mais il est facultatif. On a même des fois des cas, des exemples avec des médecins qui ont des hauts revenus, qui à un moment donné dans leur carrière, alors généralement, ce n'est pas les pros de l'administratif, ils n'aiment pas trop ça. Et puis, ils viennent des fois nous consulter à partir de 45-50 ans, quand ils commencent à bien gagner leur vie, en disant, bah, j'ai fait un gros troisième pilier, mais là, je suis embêté parce que j'arrive plus rien à déduire, je gagne trop bien ma vie. Alors là, on a un levier énorme avec le deuxième pilier, finalement, qu'on peut leur proposer. Même s'ils restent indépendants en tant que structure juridique, bien sûr, s'ils sont en société, après, c'est un autre système, ça veut dire qu'ils se salarient, et là, ils ont l'obligation de souscrire aussi à un deuxième pilier. Les cotisations, bien sûr, sont 100% déductibles. Et dans le deuxième pilier, on peut faire ce qu'on appelle des rachats. Alors, qu'est-ce que c'est que des rachats? C'est cotiser de manière facultative dans son deuxième pilier. Si je suis salarié et que je cotise tous les mois un certain montant, je peux rajouter de l'argent chaque année dans mon deuxième, comme je ferais un troisième pilier finalement, en plus, pour autant que la caisse de retraite le prévoit. Ouais, c'est ce qu'on appelle finalement le rachat LPP. Et dans la plupart des cas de figure, pour des personnes qui travaillent ou même pour des indépendants qui font un deuxième pilier, dès qu'on a des bons revenus, c'est un levier en termes de fiscalité qui est juste génial. Alors, comment ça fonctionne ces fameux rachats? Un rachat, c'est la possibilité de mettre à niveau sa caisse de retraite pour faire comme si on avait toujours eu le salaire d'aujourd'hui depuis l'âge de 25 ans. Donc, le deuxième pilier, on doit cotiser sur base d'un plan que la caisse prévoit à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. Si on arrive en Suisse à 35 ans et qu'on a manqué 10 années de cotisation, ou si depuis 25 à 35 ans, on a eu des grosses augmentations de salaire, finalement, on aura une lacune de cotisation dans son deuxième pilier. La caisse va calculer combien j'aurais dû mettre avec le salaire actuel depuis le début versus combien j'ai d'argent maintenant. Et cette différence, on peut la racheter. Ça veut dire on peut réinjecter facultativement de l'argent. Alors, on peut le faire en une fois, on peut le faire en 10 fois. Dans l'exemple que j'ai ici sous les yeux, on peut par exemple racheter 100 000 francs dans sa caisse de pension pour mettre à niveau avec son salaire actuel et les années de cotisation. Je peux rajouter 100 000. Alors, je peux le faire. Généralement, on verra que c'est plus intéressant de le faire en plusieurs fois. 10 000 francs par année sur 10 ans. J'économise à peu près 40 000 francs sur la durée, 4 000 francs par année. Et j'ai un impôt à la sortie de 10 000 francs, puisque les 100 000 francs, je vais les retirer à la retraite ou avant, avec un impôt de 10% plus ou moins. J'ai une totale économie nette de 30 000 francs si je fais ça. Voilà. Pour ça, et quand on a des cas de figure avec des clients qui ont des centaines de milliers de francs de salaire annuels, qui ont cotisé dans un deuxième pilier à partir de 45-50 ans, parce qu'avant, ils étaient indépendants, ils n'avaient pas pensé ou ils gagnaient moins leur vie, on a des potentiels de rachat qui sont colossales, de l'ordre de 400, 500, 600, 700 000, 1 million même parfois. Et donc là, on peut faire des gros plans de rachat entre 45 et 65 ans de 100, 200 000 francs par année. Sur une personne qui gagne 400, 500 000, 200 000 francs de soustraction finalement de revenus imposables, ça génère des rendements indirects qui sont juste énormes. Et ça, c'est garanti parce que finalement, l'argent dans la caisse de retraite, il n'est pas soumis à fluctuation. Et cet avantage fiscal, on le reçoit de toute façon chaque année. C'est aussi intéressant de savoir que l'argent qui va dans un deuxième pilier, comme celui qui va dans un troisième, il disparaît de la fortune imposable. Les capitaux 3A, les capitaux de deuxième pilier n'apparaissent pas dans la déclaration d'impôt, pour ceux qui bossent en fiduciaire, ils le savent. En revanche, au moment où on retire le capital à l'échéance, là, il y a un impôt sur la fortune qui va intervenir. D'ailleurs, c'est intéressant quand on fait des planifications de retraite, cette histoire d'impôt sur la fortune. Quand on a des clients qui ont des gros capitaux deuxième pilier, plusieurs millions, et une fortune connexe qui permettra d'assurer un niveau de vie confortable à l'âge de la retraite ou avant, nous, dans les conseils, la plupart du temps, on recommande, alors pas toujours, mais bien sûr, ça dépend de la situation, mais on recommande de retirer les avoirs
LPP, puisque souvent c'est conséquent, plusieurs millions, le plus tard possible. Pourquoi on fait ça? Parce que dès qu'on retire l'argent, c'est quelques millions de fortune imposable en plus pendant plusieurs années. On va dire que c'est quelques milliers de francs par année d'économiser si on utilise l'argent disponible avant d'utiliser les deuxièmes piliers, par exemple si on fait du retrait en capital. Euh, Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte avant de faire un rachat? Alors ça, c'est important. On doit d'abord demander les possibilités à sa caisse de pension. C'est selon un plan spécifique. Souvent, la plupart des caisses de pension, elles ont un surobligatoire. Donc, elles ont un plan libre que elles ont déterminé. Et pour savoir combien je peux mettre d'argent dans ma caisse, je dois savoir, la caisse doit faire un calcul. Des fois, c'est noté dans le certificat de caisse de pension, des fois pas. Alors, il faut le demander. Je dis toujours aussi aux clients de ne pas commencer trop jeune. Alors, pourquoi? Parce que le potentiel de rachat, souvent, il est limité pour tout le monde. L'avantage fiscal, il est souvent plus intéressant à partir de, enfin, en tout cas, au milieu de sa carrière, quand on a des meilleurs revenus qu'au début de sa carrière. Donc, ça veut dire que le levier fiscal est plus intéressant quand on gagne plus. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on va bloquer l'argent aussi moins longtemps. Euh, Cet argent, il est bloqué, on ne doit plus en avoir besoin, hein, il est bloqué dans la caisse et on peut le retirer pour un achat immobilier ou pour devenir indépendant ou pour la retraite finalement. Mais voilà, si un de ces quatre ne se réalise pas, c'est plutôt pour la retraite. Donc, c'est quelque chose que je dois être capable de bloquer pendant un certain temps. Échelonner le plus possible. Effectivement, si je gagne 100 000 francs par année, j'ai aucun intérêt de faire un rachat de 200 000. Je ne vais pas du tout optimiser ma fiscalité. Il vaut mieux optimiser sa fiscalité sur les tranches de revenus les plus élevées. Si je gagne 100 000 francs par année, je peux racheter entre 10 et 50 000. Je vais économiser des impôts. Si je rachète plus que 50 000, je vais diminuer beaucoup trop fortement mon revenu imposable et j'aurai un impact fiscal qui sera moindre. Parce que l'imposition n'est pas linéaire, il n'y a pas un taux fixe. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un taux fixe, j'ai meilleur temps de déduire un peu chaque année que beaucoup une année. C'est la même chose pour les travaux de rénovation, c'est la même chose pour le troisième pilier, même si le troisième pilier il est tellement limité que finalement l'impact on se pose vraiment pas souvent la question. Euh, il faut faire attention quand on fait un rachat, c'est que le capital, ça c'est une règle, il est bloqué pendant 3 ans. Ça veut dire que si je fais aujourd'hui un rachat à 100 000 et que je veux retirer pour acheter mon appart l'année prochaine, je vais soit pas pouvoir retirer, soit je vais devoir rembourser l'économie fiscale que j'ai touchée l'année d'avant. Donc ça, c'est vraiment important. La même chose, si je fais un rachat 3 ans avant la retraite, soit je rembourse les économies fiscales si je veux retirer le capital, soit je suis obligé de prendre la rente. Ça, c'est important de savoir aussi. Pour ceux qui veulent prendre une rente, ils peuvent faire des rachats jusqu'à la fin. Ceux qui veulent prendre du capital, il faut s'arrêter 3 ans avant la retraite. Moi, je conseille les rachats plutôt pour une prise en capital. Il y a des cas de figure où ça fait du sens hein, pour les clients qui veulent des rentes plus élevées. Mais la plupart du temps, c'est un super placement fiscalement optimisé pour une prise en capital à l'âge de la retraite. Bien sûr, dans le calcul, il faut prendre en considération l'imposition finale. Il y a un impôt sur le revenu à taux réduit qui est appliqué hein, quand on fait des cotisations sociales, que ce soit du 3A ou du deuxième pilier. En fait, ben, tout l'argent que je vais injecter, je vais économiser l'impôt sur le revenu. Je ne vais pas le déclarer comme revenu, je vais le mettre dans la caisse. Il va échapper à l'impôt. Ensuite, il va être entre guillemets caché. C'est une fortune imposable. Ce n'est pas une fortune imposable. Il ne va pas apparaître dans ma déclat à la retraite, quand j'ai la possibilité de le retirer, là, il y a effectivement le fisc va servir à ce moment-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, on va calculer un impôt sur le capital total, ça veut dire intérêt compris. Donc, il y a du capital et des intérêts qui seront taxés à hauteur de 5, 10, peut-être même 15% sur des très gros montants. Ça va dépendre de votre situation fiscale et géographique à l'instant où vous allez retirer l'argent. C'est plus cher, je dis une bêtise, à Neuchâtel qu'à Zoug. Ça, c'est clair. On verra des exemples juste après. Donc ça, c'était pour le thème du deuxième pilier. Donc effectivement, le levier est super intéressant, que ce soit pour un employé hein, qui a finalement des lacunes de cotisation ou qui a des augmentations de salaire. C'est aussi un super levier pour les indépendants ou les entrepreneurs qui peuvent choisir leur plan de caisse de pension et donc choisir aussi leur volume de rachat possible. Un entrepreneur, s'il veut pouvoir augmenter ses rachats, bah, il augmente son salaire déclaré et finalement, il augmente sa capacité à faire des rachats ou un entrepreneur, un médecin indépendant qui est tout seul dans sa caisse de pension, il peut décider aussi d'augmenter son plan. Ça veut dire qu'il avait un plan où il cotisait 15% de son salaire assuré, puis bah, il peut choisir un plan l'année suivante qui cotise 25%. S'il choisit un plan plus grand,
il aura donc des cotisations plus élevées, bien sûr, chaque année, donc déduction supplémentaire, et des rachats encore conséquents, encore plus à faire ensuite. Le troisième pilier, ça c'est le sujet un peu plus facile, on va dire, que tout le monde connaît déjà plus ou moins, mais personne ne sait que finalement un troisième pilier, c'est un mot qui veut plus ou moins rien dire. On peut faire un troisième pilier sous forme d'épargne, d'investissement classique. On peut même considérer qu'un appartement ou qu'une maison, c'est une forme de troisième pilier, euh, ou des investissements dans les métaux précieux. Il existe deux formes de troisième pilier spécifiques, on va dire des cas particuliers, qu'on appelle la prévoyance libre, qui s'appelle le 3B. Hein, quand vous entendez, souvent on confond 3A, 3B parce qu'on sait qu'il y a de la banque et de l'assurance là au milieu. En réalité, une prévoyance libre qu'on appelle 3B, c'est uniquement possible sous forme d'assurance vie, donc sous forme d'assurance de capitaux, d'assurance de placement ou d'assurance de risque pur. C'est quelque chose qui est, on va dire, moins courant parce que c'est pas souvent déductible. Il y a des cas de figure bien spécifiques qu'on abordera juste après. Et la prévoyance liée, celle-ci, elle est très célèbre puisque c'est le fameux 7 258 francs que je peux déduire chaque année. Ça, tout le monde le fait. Si je n'ai pas de deuxième pilier, je peux déduire 20% de mon revenu AVS. Donc, un indépendant sans deuxième pilier peut déduire jusqu'à 20% dans le 3A. Donc le 3, c'est finalement celui que tout le monde connaît le mieux. Par contre, les gens ne savent pas, ou pas très souvent, qu'il existe plusieurs formes de 3A. On peut faire un 3 sous forme d'assurance vie, un peu comme l'assurance vie en 3B qu'on connaît, et sous forme de compte bancaire. Ce 3A, il est déductible des impôts. Donc ça veut dire en gros, la Confédération, elle va accepter un produit d'épargne défiscalisé pour encourager la population à faire de l'épargne pour sa retraite, ou pour des cas bien spécifiques. Ce n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut. Les conditions de retrait, c'est les mêmes que pour la LPP, hein. C'est la retraite ou 5 ans avant, les fonds propres pour la résidence principale, si je quitte la Suisse, si je me lance comme indépendant à titre principal, et en cas de décès, invalidité, je peux aussi avoir accès à des capitaux. En dehors de ces cas de figure, je ne peux rien faire avec l'argent. C'est limité, soit c'est 20% du revenu si je n'ai pas de deuxième pilier, soit c'est 7 258. En moyenne, on considère que l'avantage fiscal, ce que je retire, c'est environ 20 à, allez, on va dire 25 à 40% du montant injecté. Donc, si je mets 3 000 francs par année dans un 3A, en moyenne, j'économise 1 000 francs par année d'impôt. Si je veux assurer des risques, on parle toujours d'épargne, mais on ne parle pas de couverture de risque. Je vous ai dit au début, les trois piliers servent pour le décès, pour l'invalidité et aussi pour la retraite. Donc, si je ne suis pas content avec mes couvertures décès et invalidité, par exemple, si je veux protéger mon conjoint, mes enfants, si je veux aussi me protéger en cas de perte de revenus à long terme, si j'ai un problème de santé, je peux le faire via une assurance, je ne peux pas le faire via une banque. Les modes de paiement, l'assurance, c'est un truc un peu plus engageant. J'ai un contrat fixe avec une échéance, la retraite, et je mets un montant fixe tous les ans. Voilà. Si je veux choisir mes montants, je prends plutôt un troisième pilier à la banque. Je mets ce que je veux quand je veux, j'alimente le compte, ou je ne l'alimente pas, c'est moi qui décide. Mon argent, il va être bloqué, c'est mieux de l'investir. Ça, je peux choisir. L'assurance, je peux choisir un produit garanti avec peu de risques. Je peux choisir aussi à la banque une épargne classique sous forme de compte d'épargne bloqué. Ou je peux investir dans des fonds de placement, dans des stratégies d'investissement, actions, obligations, qui vont amener plutôt plus de rendement à long terme. J'ai aussi une imposition au moment du retrait. Dans les deux cas de figure, c'est la même, ça dépend du capital. Et il faut juste faire attention dans l'assurance vie 3A que les retraits anticipés sont souvent pénalisés. Hein, c'est des contrats à long terme. Si je retire mes capitaux dans les premières années de contrat, je risque d'être pénalisé, donc de retirer un peu moins d'argent que ce que j'ai investi. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on recommande, nous, aux clients? On recommande finalement ce qui convient le mieux à la situation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Mais ce qu'on recommande, c'est de commencer le plus vite possible, le plus tôt possible, puisqu'avec une épargne long terme, on crée des intérêts composés sur du long terme. C'est intéressant. Et on a ce levier fiscal qui est toujours un plus. Ce qu'on conseille, c'est aussi surtout d'investir. Si on a un horizon de temps de 20, 30 ou 40 ans, ce serait, à mon avis, une grave erreur que de ne pas investir l'argent. En tout cas, ce serait la garantie de ne pas avoir de rendement, ça c'est sûr. Et après, de mixer, pourquoi pas, l'un et l'autre, ça pourrait être intéressant. Celui qui veut quitter la Suisse dans 3 ans et maximiser son retour d'impôt, peut-être plutôt en troisième pays bancaire. Celui qui veut investir pour sa retraite et se protéger, peut-être une assurance vie avec un mix troisième pilier bancaire parce qu'il veut garder un peu de flexibilité, par exemple. Hein, tout est possible. Le but, c'est d'avoir toujours au maximum, si on a plusieurs produits, le maximum est limité pour tous les produits à 7 258 francs par année ou 20% du revenu avec un plafond.
Donc ça, c'est important. Les conséquences fiscales, rachat et 3A. Alors, dans les deux cas, ça marche pareil, hein. On a une diminution du revenu imposable. Si j'ai 100 000 francs de revenu imposable et que je fais 7 000 francs de 3A, eh ben, j'ai 93 000 francs de revenu imposable. C'est là où je vais économiser 30 à 40 de 7 000 francs. En revanche, j'ai l'argent qui est bloqué euh, et je choisis mon investissement. Donc, c'est ma caisse de pension qui va investir l'argent pour moi. Ça, je n'ai pas le choix, hein, sauf si c'est moi, si je suis entrepreneur et que je choisis ma caisse de pension, et donc je peux avoir une influence sur comment elle va investir. Je ne choisis pas. Dans un produit 3A ou dans un troisième pilier bancaire classique, je peux choisir une solution d'investissement qui me convient. J'ai un peu plus de, on va dire, d'influence et d'impact. Dans les deux cas, la fortune imposable disparaît. Ça veut dire que si j'injecte 100 000 francs, ben, j'ai plus 100 000 francs de revenus imposables, de fortune imposable à l'instant T. J'ai aucune imposition des revenus des placements. Ça veut dire que si je place X milliers de francs chaque année ou X milliers de francs d'un coup, je ne suis pas taxé sur les revenus si mon argent travaille. En revanche, je suis taxé à la sortie sur le capital total. Ça veut dire capital plus intérêt. Et ça, bien sûr, ça dépend de ma situation fiscale au moment où je retire l'argent dans les produits. S'il y avait des questions d'ici là, vous n'hésitez pas. Alors pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. Tout paraît Parfait. Moi, j'ai pas parfait. accès parce que j'ai tout qui est, j'ai le plein écran sur mes trucs, mais j'ai pas de visu. Donc, c'est pour ça que je fais une petite pause comme ça si y avait des questions. Oui, Même par oral, hein, si quelqu'un veut intervenir, c'est plus facile, aucun souci. Sinon, j'enchaîne sans problème. il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Alors moi, j'en ai, mais je les Ok. réserve pour la fin. Ah, ok, bon, alors on les donne on regarde à la fin alors. Il y a une autre optimisation fiscale, ça c'est vrai qu'on l'oublie souvent, c'est l'impôt sur le retrait des capitaux. Euh, On a dit que c'était super parce qu'on pouvait déduire les cotisations, les versements. Après, bah, forcément, il faut repayer à un moment donné quelque chose. Mais on a l'impôt final. Il vaut mieux, comme il vaut mieux faire du rachat chaque année pour déduire un maximum, enfin, pour rester échelonné dans le temps, il vaut aussi mieux retirer sur plusieurs exercices fiscaux différents. Là, on a un exemple qui est hyper parlant. Alors, j'ai pris Zurich et Zouk parce que Zurich, c'est un des cantons les plus chers pour retirer. Et Zouk, c'est un des cantons les moins chers. Si on regarde la différence, hein, là, j'ai quelqu'un qui va retirer 500 000 francs à Zurich sur une année, c'est-à-dire il va payer 39 000 francs d'impôt sur ces 500 000 l'année où il va retirer. S'il retire 1 million en une fois, il va payer 122. Donc déjà, il y a une différence. C'est-à-dire si je retire sur deux exercices fiscaux 500 000, je vais payer environ 80 000 francs. En revanche, si je retire une fois 1 million, je vais payer 120. Ça veut dire que j'ai 40 000 francs d'optimisation fiscale au moment du retrait si je retire en deux fois plutôt qu'en une fois. Ça, c'est un élément important. Et si je suis domicilié au bon endroit, bah, je peux économiser encore plus. Regardez la différence entre un Zurichois et un Zougois. Au moment du retrait des capitaux, c'est quasiment du simple au double. Donc, ça fait des montants importants. Ça, c'est vraiment un sujet hyper important pour les clients qui ont des avoirs de prévoyance en deuxième pilier notamment, qui sont très importants, hein. Ça peut être un médecin qui a fait beaucoup de rachats ou un entrepreneur avec des bons revenus. Donc là, on a des enjeux vraiment importants. Si le client se trouve plus en Suisse, c'est un autre impôt qui s'applique, c'est un impôt à la source au moment où il va retirer ses capitaux, qui dépend de l'endroit où se trouve l'institution, la fondation de prévoyance. En gros, vous quittez la Suisse à 55 ans, vous laissez votre argent dans un libre passage et vous le retirez 10 ans plus tard, vous êtes parti à l'étranger. Euh, Si votre banque qui a gardé vos avoirs, elle est à Zug, vous allez payer très peu, ou à Schwyz. Et si elle est à Zurich, vous allez payer beaucoup. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Si vous avez une fois des clients voilà, qui ont des résidences à l'étranger et puis qui se domicilient fiscalement là-bas, avec des avoirs avec des capitaux de prévoyance très importants, ça peut aussi être quelque chose à prendre en considération. Alors, il y a un canton où ça ne marche pas. C'est retrait échelonné. Pour l'instant, c'est le canton de Neuchâtel où il remonte l'imposition sur 5 ans, hein, sauf erreur de ma part. Donc, en gros, si vous avez une caisse de pension, un troisième pilier assurance, un troisième pilier bancaire et encore un compte de libre passage, et vous voulez retirer sur 4 exercices fiscaux différents, un compte de libre passage, c'est un compte deuxième pilier, vous pouvez le faire quasiment dans tous les cantons. Vous allez optimiser fiscalement. À Neuchâtel, ils vont taxer un par un, mais à chaque fois que vous sortez le deuxième, le troisième, le quatrième, hein, ils vont regarder toujours sur 5 ans, ils vont imposer ensemble. Donc au final, l'optimisation fiscale ne va pas pouvoir se faire. Il y a des cantons qui parlent de faire la même chose, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Mais en tout cas, je recommande toujours aussi à voilà, des clients d'avoir le maximum. Alors après, quand on est un couple marié et puis imposé ensemble, l'impact, il est moindre, hein. Des fois, j'ai des clients qui ont 5 troisième piliers chacun, plus deuxième pilier, plus machin, parce qu'ils ont lu que c'était mieux d'échelonner les versements. Mais c'est limité si on est imposé ensemble en tant que couple marié, par exemple. On a aussi, dans le cadre de la prévoyance libre, donc ça, c'est plutôt l'assurance vie, hein. On peut faire de l'assurance vie en Suisse en prime unique. Ça veut dire j'investis un montant dans une assurance qui va être investie avec une durée fixe ou une assurance vie prime périodique. Donc l'assurance vie prime périodique en 3B, en prévoyance libre, c'est la même chose que l'assurance vie 3A en fait. C'est le même produit, il n'y a aucune différence, si ce n'est que fiscalement, ce n'est pas traité la même chose. Donc je mets 200 francs par mois dans une prime périodique avec une échéance l'âge de la retraite. En principe, je n'ai pas de déduction fiscale, mais je n'ai pas de conditions pour prendre l'argent. Ça veut dire que je peux prendre l'argent quand je veux. Et je n'ai pas d'imposition du capital. Ça veut dire capital plus intérêt seront du net d'impôt dans ce genre de solution. Il y a un canton qui est proche de nous, qui est vraiment intéressant pour ça, c'est le canton de Genève. À Genève, on peut faire en plus du troisième pilier A, ça veut dire en plus des 7 258 francs par année, une assurance vie, prime périodique, qui sera déductible jusqu'à environ 2500 francs pour une personne seule, environ 3500 pour un couple marié, et on rajoute encore 900 francs par enfant à charge. Donc on peut rajouter, pour un couple marié avec enfant, plus de 4000, voire 5000 francs s'il y a deux enfants par année de prime d'assurance vie, 100% déductible, en plus du 3A. Avec quand même un avantage certain, c'est qu'il n'y a pas de blocage des fonds, on peut retirer quand on veut, et il n'y a pas d'imposition du capital au moment de l'échéance. Seule chose qu'il y a, c'est que c'est une fortune imposable pendant la durée. Mais ça, la fortune, on sait que c'est très faible par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment un canton où c'est intéressant d'avoir ces solutions-là aussi. Il y a Fribourg où c'est aussi déductible, mais dans une mesure beaucoup plus limitée, puisque c'est jusqu'à 1500 francs pour un couple. Donc c'est bien plus faible. Bien sûr, dans l'assurance vie 3B, il y a toujours ces fameuses conditions de retrait anticipées où si je ressors mon argent dans 3 ans, finalement, j'ai payé des frais à la sortie qui sont très élevés et donc je n'ai pas récupéré 100% de l'avoir, même si j'ai investi mon argent correctement. Donc c'est plus des contrats à long terme qu'il faut envisager comme ça. Il existe aussi, personne, enfin en tout cas les gens ne le savent pas bien ou c'est peu connu, l'assurance vie à prime unique. Ça, c'est un produit qui est plutôt destiné à des clients qui ont 50 ans plus. En fait, je pourrais choisir d'investir 100 000, 200 000, 300 000 francs à la banque dans un fonds de placement classique. Sauf qu'en fait, les placements bancaires, ils sont fiscalisés. Un placement bancaire, si je fais des bénéfices, si j'investis correctement mon argent et que mon argent travaille, il y a une part des bénéfices qui peut être imposée. Hein, en droit des investissements, en droit fiscal des investissements, on a en gros tout ce qui est revenu du capital, donc les revenus des obligations, les dividendes, quand je suis actionnaire, quand j'ai des actions. C'est un revenu imposable, donc ça va s'additionner à mon revenu. Si j'ai des bons revenus, ben, je vais payer cher. Et le gain en capital, donc tout ce qui est gain de cours, si j'achète une action 100 et je la revends 120, ça, c'est net d'impôt. Donc ça, c'est si j'ai un portefeuille à la banque qui est très axé action dynamique, donc plutôt quelque chose avec on va dire des petites et moyennes sociétés ou des sociétés à fort potentiel de croissance, mais aussi plus risquées, j'aurai très peu d'imposition sur les bénéfices. En revanche, si j'ai un portefeuille à la banque qui est plus axé conservateur ou approche plutôt value avec des grosses sociétés qui versent beaucoup de dividendes, avec des obligations, là, j'aurai une imposition des revenus qui sera importante. Si je fais ça sous forme d'assurance vie, la même chose, et que je respecte certaines conditions, en fait, j'ai 0 francs d'impôt. Donc, la totalité des revenus du capital sont exonérés. Ça, c'est aussi très intéressant. Les conditions, c'est que le contrat doit être au moins de 10 ans et l'échéance doit être après l'âge de 60 ans. Donc, en gros, concrètement, si vous avez un client de 50 ans avec une situation de fortune confortable et qui cherche aussi à investir fiscalement, qui a des revenus importants, et on cherche à optimiser fiscalement, bah, on lui proposera plutôt une diversification avec un portefeuille d'actions en banque où on va privilégier les actions plus risquées où il n'y a pas d'impôt, en gros. Et pour toute la partie investissement plus conservateur qui normalement est fiscalisée, on pourra peut-être plutôt le faire sous forme d'assurance vie, prime unique. Parce que pour autant qu'il laisse l'argent 10 ans, il aura un privilège fiscal intéressant et aussi un privilège successoral, puisqu'on peut, dans le cadre de ces solutions d'assurance, euh, euh, attribuer les montants alloués à des bénéficiaires en cas de décès
qui seront peut-être des bénéficiaires non prioritaires dans la succession, mais qui pourront à ce moment-là être prioritaires et être bénéficiaires du coup. Donc ça, c'est aussi une forme de prévoyance qui est intéressante, qui est moins connue, mais qui est aussi super intéressante dans des cas de figure, bien sûr, où les clients ou les personnes ont des moyens. C'est clair, quand on parle de fiscalité des revenus du capital, il faut quand même des gens qui ont des moyens importants. Pour la plupart des gens, en tout cas pour le commun des mortels, on va dire, la prévoyance 3A ou les rachats de caisses de pension, ça, c'est clairement quelque chose à privilégier. Souvent, j'ai aussi des questions qui viennent à des clients qui me disent, voilà, pourquoi je ferais du troisième pilier à la place de faire du rachat si fiscalement c'est pareil, pourquoi je ferais l'un ou l'autre? Moi, je réponds toujours qu'il faut d'abord compléter son 3A parce que dans termes de diversification, c'est plus smart. Deuxième pilier, il y a déjà de l'argent qui va tous les mois dedans. Souvent, pour la plupart des gens, deuxième pilier, c'est un montant vraiment, en tout cas 80% de la fortune à la retraite, elle provient du deuxième pilier. Donc, c'est bien de diversifier avec autre chose. Dans le troisième pilier, je peux choisir mes investissements, pas dans le deuxième. Dans le troisième pilier, j'ai moins de conditions de retrait. Enfin, c'est les mêmes conditions, mais c'est un peu plus souple que pour le deuxième pilier, notamment pour l'achat immobilier, par exemple. Donc, c'est aussi plus facile d'accès. Euh, donc, voilà un peu les arguments. Donc, en remplissant le troisième pilier, si on a encore de l'argent qu'on veut investir pour la prévoyance, à ce moment-là, on va pouvoir l'injecter dans le deuxième pilier, pourquoi pas. Ça, c'est pour ça aussi que c'est bien de le faire plus tard. Donc voilà, je crois qu'on arrive un peu au terme de ces discussions sur la fiscalité et, les, et la prévoyance. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans un premier temps qui sont venues auxquelles on pourrait répondre maintenant? Alors, on n'a pas encore de questions dans le chat, mais peut-être que avec, enfin, de vive voix, verbalement, peut-être que certaines personnes voudront s'exprimer. Ah oui, Ah, première question de Pablo. À partir de quel salaire il devient intéressant d'optimiser au maximum déductible pour le troisième pilier? je dirais que ça dépend toujours, hein. Si je gagne 50 000 francs par année, je ne paye pas le même montant d'impôt si j'ai deux enfants à charge, une femme qui ne travaille pas, que si je suis tout seul. Mais on va dire que les 7 000 francs par année, je peux les mettre dès que je gagne plus que 4 000 ou 5 000 par mois, ça vaut toujours la peine de le faire. Après, c'est clair, si je gagne 5 000 francs par mois à Fribourg et que je fais 7 000 francs de troisième pilier, je vais avoir un impact fiscal sur le montant entre 15 et 20% plutôt. Si je fais 5 000 francs par mois à Neuchâtel, je vais économiser 30% parce que les taux d'imposition ne sont vraiment pas les mêmes. Euh, mais on va dire, la plupart des gens, et c'est aussi un truc intéressant de dire, c'est avant même de savoir à partir de quel revenu, c'est de dire, est-ce que je peux me le permettre? Parce que si je gagne 4 000 francs par mois, est-ce que je peux bloquer 7 000 francs par année dans ça et que j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin pour le reste pour le quotidien, pour les vacances, pour tout ça. Hein, quand on fait, nous, une planification avec un client, avant de savoir si fiscalement il économise 15, 20 ou 30%, c'est de savoir est-ce qu'il a 10, 15 000 francs de réserve pour les imprévus. Est-ce que après, une fois qu'on a fait le budget, il lui reste encore 500, 300 ou 1000 francs disponibles pour investir? C'est ça finalement la réponse, c'est plus ça, c'est est-ce que j'ai les moyens d'investir autant ou pas? Nous, on a des clients, moi j'ai des clients qui gagnent 200 000 francs par année et puis qui n'arrivent pas à épargner, puis des clients qui gagnent 5 000 francs par mois et qui mettent 1 000 francs de côté tous les mois. Ça dépend vraiment. Toujours. Alors non, c'est une autre personne, pardon. Bonjour. Donc, pour quelqu'un qui souhaite quitter la Suisse sur le long terme, il vaut mieux privilégier le 3A banque. Est-ce que c'est correct? Alors, oui, oui et non. Ce n'est pas une réponse catégorique. Je dirais oui, si celui qui veut absolument quitter et maximiser le plus possible une épargne avec un avantage fiscal, 3 bancaires, investi en actions, si pour autant qu'il ait au moins 10 ans d'horizon de temps, et au moment de quitter la Suisse, paf, il retire son argent et l'affaire est belle, et il peut même encore retirer le deuxième pilier. Il faut savoir aussi une chose, le deuxième pilier, c'est la même chose, hein. Vous retirez, vous payez l'impôt, vous prenez l'argent, vous partez. Le deuxième pilier, il est restreint. Au moment de quitter la Suisse, on ne peut pas retirer 100% de ses avoirs deuxième pilier si on part pour l'Union européenne. Il y a des accords. On peut partir avec le surobligatoire, donc le LPP qui dépasse le minimum légal, mais pas avec la LPP obligatoire. Donc, si vous quittez pour les États-Unis, vous pouvez tout prendre. Si vous quittez pour un autre pays, pour un pays européen, vous ne pouvez pas tout prendre.
Maintenant, il faut se poser la question. Si je reste en Suisse, si c'est prévu de quitter, alors c'est prévu de quitter. Mais moi, j'ai plein de clients qui prévoyaient de quitter, ça fait 13 ans. Ils sont toujours là. Ils ne prévoient plus de quitter. Euh, Finalement, il faut aussi couvrir le risque invalidité. Ça veut dire que si on tombe invalide avant d'avoir quitté, ou si on a. Moi, j'ai des clients, hein, ça fait 13 ans que je fais ça, j'ai des clients qui sont aussi décédés. Donc, si vous n'avez pas pensé à protéger aussi vos conjoints, etc. Donc, peut-être on fait dans ces cas-là une plus grande partie en troisième pied bancaire, mais on peut aussi faire une partie en assurance vie parce que ben, il y a des besoins en couverture, parce qu'on ne sait pas vraiment aussi si on va rester ou pas, et parce que l'assurance vie, on peut toujours la garder. C'est des produits d'épargne à long terme en francs suisses. Moi, j'ai plein de clients qui ont quitté la Suisse, qui ont des, par exemple, pour des, je sais pas, des pays même comme Dubaï, où finalement, ils n'ont aucun système de retraite. Alors, eux, ils gardent aussi une épargne francs suisse sur du long terme. Ils ont des bons revenus, ils peuvent épargner. Maintenant, avec les banques en ligne, on peut avoir des comptes dans toutes les devises possibles. Donc, on peut alimenter des produits d'épargne à peu près dans tout ce qu'on veut. Moi, je recommande toujours de le faire quand même. Après, celui qui est là pour 2 ans et qui, de toute façon, va partir et qui s'en fiche de sa prévoyance et qui, de toute façon, recommencera à zéro ailleurs, alors celui-là, potentiellement, oui, on lui fera un troisième pied bancaire à 100%. Très bien. Alors, question suivante. De Marc Collin, est-ce que c'est valable de faire plusieurs comptes 3A liés pour ne pas avoir un grand montant imposé au retrait? Oui, ça, c'est ce que j'ai abordé dans une slide. C'est clair, il faut en avoir plusieurs. Euh, Après, ça reste limité. Comme j'ai dit, il y a des cantons maintenant qui l'imposent ensemble. Mais c'est bien d'avoir effectivement plusieurs troisièmes piliers liés, assurance ou banque, et pour échelonner aussi les retraits. Pour le C'est libre, c'est tellement moins plus pertinent. intéressant. Le libre, il n'y a aucun intérêt de le faire parce que le libre, en fait, vous n'êtes pas imposé au moment du retrait du capital. Donc, il n'y a pas forcément d'optimisation fiscale à ce moment-là à faire. Très bien. Et le lié, ouais, clairement. Il vous faudrait techniquement, si on veut être un. Il faudrait 5 comptes avec 5 comptes ou, je sais pas, 2 polices avec, plus 3 comptes avec des montants équivalents. Donc le 3B libre, il Oui. est imposé, en fait, il entre dans la fortune, donc il y a un impôt sur la fortune s'il s'applique, mais Oui. lors du retrait, tu dis qu'il n'y a pas T'as pas d'imposition. À Genève, tu peux le déduire. Donc, tu peux déduire Ouais. les montants versés jusqu'à un plafond. Après, le troisième pilier libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même Ouais. ouvrir une assurance vie à 10 000 francs par mois, si tu veux. Mhm. Mais à Genève, ils acceptent une déduction au maximum de, en gros, pour une personne célibataire, 2 500 francs par année, donc 200 balles par mois. Donc, tu peux faire une assurance vie à 200 balles par mois, déductible à 100%. Tu dois juste noter la valeur au 31 du 12 dans ta fortune et il n'y a pas Ouais, d'impôt au moment au retrait du capital. Donc, ça, tu ouais. mets 200 balles, tu économises 50 francs d'impôt, ça fait 150 francs que ça te coûte et tu retireras le capital net d'impôt quand tu veux, puisque ce n'est pas C'est vrai bloqué. c'est vrai que moi j'ai l'exemple genevois parce que j'habite Genève et je Oui. déduis. Mais donc ça veut dire que même à Genève, il y a pas l'imposition fiscale, il y a pas l'imposition au moment du retrait du 3 libre. Non, sur le 3B, il n'y a pas. Non, non, non. Ah, Ça, c'est c'est vraiment une bon à savoir. spécificité et c'est hyper avantageux. Bon, il n'y a pas tout qui est avantageux à Genève au niveau des impôts, mais ça l'est. Très bien. Ensuite, je suis justement à Neuchâtel. Venant de Zurich, j'ai été énormément affecté par le taux d'imposition. Alors, il n'y a pas de question, mais Oui, ben, moi, alors, oui, je compatis parce que moi, j'habite à Neuchâtel. Donc, je sais que c'est. Effectivement, c'est pas le même taux d'imposition. Après, Neuchâtel, c'est un petit canton, hein. On peut moi, j'ai plein de copains. Alors, moi, j'ai choisi d'habiter là, mais j'ai plein de copains qui habitent très proche de Neuchâtel. Et si on a des bons revenus, ça fait une sacrée différence. Ouais. Euh, on a une question de Sandra. Pour un indépendant avec un bénéfice net de 20 000 à 30 000, c'est bien oui. ça, c'est pas 300 000, ouais. 20 000 à 30 000 annuels, serait-ce intéressant de mettre en place un deuxième pilier? Euh, j'aurais tendance, j'aurais tendance à dire avec ces revenus-là, donc on parle de revenus imposables de 20 à 30 000 francs par année, le troisième pilier suffit. Euh, Parce que il faut imaginer aussi, en gros, l'AVS, on parlait de l'AVSAI, hein, le premier pilier. Le premier pilier, ça couvre déjà, en gros, le minimum, hein, la rente AI ou la rente AVS minimum pour la prévoyance étatique, elle est de 1 260 francs par mois. D'accord? Et le maximum, c'est 2 520 francs. Donc, on est entre 1 200 et 2 500. Ça, c'est ce que couvrirait la prévoyance étatique. Donc, après, si on rajoute un troisième pilier à 20%, 20% de 30 000, c'est 6 000 par année.
on couvrirait, à mon avis, largement les besoins. Le deuxième, ce qu'il y a dans le troisième pilier et qu'il n'y a pas dans le deuxième, souvent je conseille ça aussi pour les indépendants, c'est des rentes d'orphelins, des rentes de veuves, des rentes d'enfants d'invalides. Ça, vous n'avez pas dans le troisième pilier. Dans le troisième pilier, vous avez une épargne retraite, une rente invalidité et éventuellement un capital d'essai si vous l'ajoutez. Et la rente, c'est pareil. Dans le deuxième, vous avez vous pouvez avoir des capitaux, vous pouvez avoir des rentes de veuves, vous pouvez avoir des rentes d'enfants, d'orphelins, d'invalides. Donc, pour les familles avec enfants, peut-être deuxième pilier, ça peut avoir un intérêt. Mais après, voilà, on va dire que si vous avez des enfants à charge, vous avez déjà les rentes AVS plus les rentes d'enfants au niveau de l'AVS. Ça couvre pratiquement déjà les revenus à 20 000 francs, quoi. D'accord. On a une deuxième question de la même personne de tout à l'heure. Est-ce que les départs à l'étranger définitifs, quand on quitte la Suisse pour la Turquie, par exemple, est-ce qu'il y a Il n'y a pas de des restriction. accords? Vous pouvez prendre tous les capitaux. Après, il faut imaginer aussi une chose. Euh, Vous partez, vous retirez l'argent, vous devez le réinvestir quelque part. Si vous le dépensez, c'est stupide parce que euh, c'est de l'argent, en principe, qui sert pour la retraite. Alors, l'AVS, vous ne pouvez pas le retirer, d'accord? Vous pourrez avoir droit à des prestations. Celui qui cotise 10 ans à l'AVS, peut-être il aura 300 balles par mois ou 200 balles par mois. Il faudra qu'il vienne le récupérer au moment de la retraite. Le deuxième pilier, bah, c'est un capital. Peut-être il y a 50, 100 000. Le troisième pilier, il y a peut-être 30 000, 40 000. C'est de l'argent qui, en principe, était alloué pour la prévoyance. Donc, soit il le réinvestit ailleurs, dans la nouvelle devise ou avec des nouveaux produits de prévoyance dans son pays où il repart, etc. Soit il peut le laisser. Il a la possibilité aussi, hein, de le laisser. Donc, on parlait avant de garder son assurance vie puis de la continuer. On peut aussi tout à fait laisser un compte deuxième pilier, un compte de libre passage. Mon deuxième pilier, je peux le laisser investir en Suisse. Je le retirerai quand j'aurai besoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui retirent les deuxième piliers ou les troisième piliers quand ils quittent parce qu'ils vont acheter un logement. Alors, ça, pour moi, c'est toujours de la prévoyance, ça veut dire. On prend de l'argent et on le réinvestit. Et finalement, c'est de la prévoyance, c'est de l'argent qui va être investi pour plus tard. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Mais si on n'en a pas besoin à l'instant T, pourquoi pas le laisser? Pourquoi pas le garder investi? Celui qui le dépense, c'est qu'il n'a rien compris. Ou alors, il prévoit de mourir avant la retraite. Mais c'est le seul truc, pour moi, en tout cas, plausible. Mais voilà. Question de Pablo. De ce que je comprends également, le deuxième ou troisième pilier peut être retiré pour acheter des biens immobiliers. Alors ça, complètement. Je peux imaginer que cela peut être fiscalement intéressant, par exemple cotiser pendant 20 ans, puis utiliser ce montant pour l'achat sur Genève ou Vaud. Est-ce que cela est fiscalement intéressant ou sans impact? Si on retire tout le capital, peut-on reconstituer à nouveau le deuxième, troisième pilier? Plusieurs questions. Alors, pour l'achat IMO, c'est très juste, hein. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Si vous faites des rachats régulièrement dans la caisse, vous avez le capital bloqué 3 ans. Ça veut dire il faut attendre 3 ans pour pouvoir faire ce retrait en capital. Maintenant, il y a un autre truc qui est quand même important de savoir, c'est que si vous avez fait des retraits pour acheter, c'est uniquement la résidence principale. J'ai trop de clients qui viennent me dire, ouais, j'aimerais acheter un appart en rendement, je voudrais utiliser mon deuxième pilier, ça ne marche pas, hein. Ça, c'est vraiment pas possible. Euh, Vous faites des rachats, vous devez attendre 3 ans pour retirer. Bon, si vous n'en faites pas, vous retirez votre avoir de prévoyance pour faire l'achat immobilier. Il y a une contrainte quand même qui existe au niveau deuxième pilier, c'est que vous devez avoir 10% de fonds propres qui proviennent d'une autre source. Et vous devez aussi être capable de payer vos frais de notaire avec ça. Donc en gros, si vous mettez tout l'argent dans votre deuxième pilier et après vous n'avez plus de cash, vous ne pouvez plus avoir accès au deuxième pilier parce qu'en fait, il vous faut, si vous avez par exemple, je sais pas moi, 1,2 million, vous devez mettre 240 000 plus les frais de notaire, vous devez amener 120 000 plus frais de notaire et à partir de ce moment-là, vous avez le droit de toucher au deuxième pilier. Pour autant qu'il y ait 120 000 francs dedans ou plus, hein, ça veut dire il n'y a pas de limite, vous pouvez tout retirer si vous voulez. Vous pouvez retirer 200, 300, 400. Euh, Techniquement, on pourrait même retirer tout son deuxième pilier et pas faire d'hypothèque si on avait les sous pour autant qu'on ait mis 10% d'apport initialement. Le troisième pilier, il n'y a pas de critères. Ça veut dire qu'on peut retirer, il n'y a pas C'est considéré comme du cash, le troisième pilier. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Euh, donc, effectivement, si vous faites un retrait 100 000 francs, en fait, après, vous serez bloqué pour vos rachats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez reconstituer votre capital deuxième pilier. C'est-à-dire, si vous avez pris les 100 000 francs pour le logement, vous devez les remettre. Parce que tant que vous ne les avez pas remis, vos rachats ne seront pas déductibles. Ça veut dire si vous remettez 50 000 francs, ben vous aurez, c'est comme si c'est un remboursement du retrait que vous avez fait pour l'achat immobilier, ce n'est pas déductible fiscalement. Dès le moment où vous avez remis vos 100 000 francs, à ce moment-là, tous les versements ultérieurs seront déductibles. Je ne sais pas si c'est assez clair, hein.
c'est complexe, hein. Peut-être que ça mérite une. Ouais, peut-être un approfondissement. Mais ça, on peut faire des montages, c'est-à-dire, mais en tout cas, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, soit on retire son capital pour la maison, soit on fait des rachats. Mais les deux en parallèle sont pas sont pas possibles. Si je retire pour un logement, je dois d'abord remettre ce que j'ai pris avant de faire des rachats. Et si je fais des rachats, là, par contre, je dois attendre 3 ans. Mais une fois que j'ai pris l'argent pour le logement, je ne peux plus faire des rachats ensuite. C'est vrai c'est un système qui est très complexe, qui dépend de plusieurs facteurs au niveau fiscal. Tout dépend de l'objectif aussi des personnes Exactement. que vous conseillez. Et puis, ben, Exactement. moi, je peux que recommander à vous, Pablo, ben, de prendre contact avec Julien ou Alessio. Donc là, vous allez pouvoir creuser justement, puis établir un plan qui corresponde exactement à vos objectifs, par exemple. Merci beaucoup, Christophe. D'ailleurs, si jamais, j'en profite, vous avez sous les yeux nos QR codes avec nos profils LinkedIn, dans lesquels il y a beaucoup d'informations sur qui on est et comment on travaille, et aussi nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à le faire rapidement, ça fait 2 secondes. Comme ça, vous nous ajoutez. Ça permet aussi de savoir que si vous nous contactez plus tard, que c'est vous qui étiez dans le webinaire. Est-ce qu'il y avait encore des questions par rapport à ces thèmes-là? Alors, là, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, avec plaisir, Pablo, qui répond. Merci beaucoup pour vos informations. Alors, si on a encore le temps, je crois qu'il nous reste 5-7 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je veux bien en poser une ou deux, Volontiers. si vous êtes d'accord. Donc, par rapport au... Toi, tu vois comment la chose, Julien ou Alessio, le rendement? Parce que quand tu fais des rachats facultatifs, alors c'est clair, tu as une économie d'impôt directe. Et puis après, tu as un rendement qui est garanti à 1,25%, je crois, par année. Juste. Mais comment tu vois la chose où, ben, certes, si tu fais pas de retrait, tu vas payer un certain niveau d'impôt, surtout si tu as un revenu élevé, Ouais. mais tu peux investir cet argent sur les marchés financiers avec un rendement potentiellement beaucoup plus élevé que les 1,25% qui sont garantis. Donc toi, Oui. tu arbitres un petit peu ça quand tu conseilles tes clients? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que c'est mieux de le faire le plus tard possible. Je vais t'expliquer pourquoi. J'essaie d'expliquer ça simplement. Euh, Tu as raison. En fait, ton avantage fiscal, c'est un montant one shot. Quand tu vas mettre tes 100 000 de rachat ou tes 10 000 de rachat, tu vas économiser d'un coup. Mais ton argent, après, il va travailler moins. C'est-à-dire, il va travailler 1,25. Si tu as une caisse de pension qui redistribue, ça, faut voir. Il y a des caisses de pension qui redistribuent chaque année 3, 4, 5%. Les mauvaises années, ils font des réserves, ils redistribuent quand même. Donc, ça, c'est pas mal. Il faut calculer, en fait, le rendement net. Ça dépend de ton horizon de temps. Souvent, c'est vachement plus rentable de faire des rachats 10 ans avant la retraite. Pourquoi? Parce que ton avantage fiscal, il est ventilé sur 10 ans. Et donc, ça te fait un rendement annualisé qui est vachement plus intéressant que si tu fais ton rachat à 25 ans, où ton avantage fiscal, il va être ventilé sur 40 ans. Hmm. Et donc, en fait, si tu fais un rachat à 25 ans et que tu laisses l'argent à 25, puis tu le retires à 65 avec un imposition, moi, je peux te faire le calcul que ça fait peut-être ça fait du 1,7, 2 et quelques par année en moyenne, ce qui n'est pas bon. Par contre, si tu le fais à 50 jusqu'à 65 ans ou à 55 pour 65, sur 10 ans, je te fais un calcul de rendement net et je te dis qu'en fait, c'est plus du 5, du 6 ou du 7%. Et là, on est plus proche, effectivement, des rendements que tu peux trouver sur les marchés financiers. Mais c'est sans risque. Ça, c'est aussi important de savoir. C'est vraiment sans risque, alors que le marché financier, il y aura des fluctuations. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, il faudrait faire du troisième pilier à fond, bien investi. Il faudrait investir en bourse pendant le début de ta carrière, de 20 ans à 50 ans. Il faudrait tout investir en bourse. Et après, il faudrait désinvestir l'argent que tu as en bourse progressivement pour faire tes rachats de 50 à 65 ans. Ça, c'est presque, si on regarde après dans le détail, ça, il faudrait regarder individuellement, ce serait presque le meilleur concept si on parle d'épargne de prévoyance et fiscalement optimisé. Hmm. D'accord, ouais, merci. Donc Et toi, même encore désinvestir une partie à 50 ans pour mettre dans une assurance vie prime unique, ça serait même encore mieux. ok. Et à partir de quel âge, enfin, pardon, à partir de quel montant tu conseilles, ça c'est par rapport à ton slide avec Neuchâtel, Zug, à partir de quel montant de retrait de capital LPP tu recommandes de changer de canton? Alors tu vas me dire, ça dépend du canton de Ouais. domicile. Après, il faut que ce soit ton vrai domicile, c'est toujours le problème. C'est ceux qui se domicilient à Auschwitz vite fait avant de retirer et puis qui redéménagent après, ça joue pas. Ça, c'est illégal pour le coup. Ça s'appelle de l'évasion fiscale. Mais oui, je dirais que
il n'y a pas forcément de montant. Il faudrait calculer vraiment. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Tu vois, tu as un gars qui part, même avec 500 000 balles, peut-être que ça vaut le coup de déménager. C'est toujours pareil. C'est plusieurs milliers de francs d'économiser quand même. Après, Mm. c'est clair, l'impact, il va être vraiment gigantesque pour bon, c'est pas monsieur et madame tout le monde non plus, hein. C'est des gars. Tu prends un entrepreneur qui gagne 1 million par an, qui s'est fait une grosse caisse de pension et beaucoup de rachats. C'est clair, il a facilement plusieurs millions dans sa caisse. Si tu retires 5 millions à Schwytz ou à Neuchâtel, là, on parle de plusieurs centaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de francs d'économiser. Ouais. Donc c'est vraiment pour des gros, gros capitaux Voilà, je pense. Dès qu'on économisés. dépasse 1 million ou plus, peut-être ça vaut quand même la peine de regarder, je pense, en dessous. Après, ça Mm. dépend de. Puis il faut pouvoir le faire, hein. Il y en a qui. Il faut pouvoir déménager. Après, il y a des cantons où c'est pas forcément. Un Zurich, par exemple, pour l'exemple d'avant. Zurich, ils ont un taux d'imposition sur le revenu qui est plus bas. Mais par contre, c'est pas du tout intéressant au niveau retrait des capitaux de prévoyance. Euh, et Mm. Neuchâtel, c'est pas du tout un des cantons les pires pour les retraits des capitaux. Par contre, pour l'imposition des revenus personnes physiques, c'est pas dingue. Mm. C'est difficile de tout avoir, quoi. On peut pas, on peut pas gagner sur tous les tableaux. Ça. Et puis une question un peu plus ouais, business, je dirais, pour nos apprenants, enfin les personnes qui nous suivent, ben, soit elles travaillent elles-mêmes dans des fiduciaires, soit sont amenées à travailler à un moment ou à un autre dans des fiduciaires. Euh, si ces questions de prévoyance surviennent de la part de leurs clients, ou si, par exemple, elles identifient que leurs clients auraient besoin d'optimisation fiscale, est-ce qu'elles peuvent s'adresser à vous, pas à titre privé, mais aussi pour le compte de leur fiduciaire, par exemple? Ça, c'est possible. Bien sûr, nous, on a énormément de partenariats avec des fiduciaires. Alors, c'est plutôt des partenariats, on va dire, de confiance, où on n'a pas, où finalement, on intervient comme des experts à titre pour les clients qui ont envie, pour les clients qui recherchent ça, et pour des fiduciaires qui n'ont pas déjà un service planification financière. Parce que de plus en plus, il y a maintenant des fiduciaires qui cherchent aussi à offrir ces services-là à leurs clients. Mais nous, ça fonctionne très bien. Ouais. Pour des Donc, clients qui veulent aller un peu plus loin parce que finalement la situation n'est pas optimisée fiscalement. Parce que nous, des fois, on nous demande, des clients, «Ouais, mais moi j'ai déjà une fiduciaire, je n'ai pas besoin de vous.» Et je dis, bah, ça tombe bien parce qu'en fait, on ne fait pas du tout le même métier, hein. La fiduciaire, avant vraiment écrire ce qu'il y avait dans le passé pour savoir finalement combien on doit. Nous, on va mettre en place des solutions pour faire en sorte que l'année prochaine, je dois moins d'argent. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis que ça soit cohérent avec les objectifs, la situation personnelle et tout, quoi. c'est un très bon complément, en fait, à des Complètement, services ouais. fiduciaires. Ouais. Ouais, effectivement. Très bien. Bah, je crois on arrive à la fin de l'heure, pile poil, bientôt 13 heures, et puis on a fait le tour des questions. Donc, Génial. merci infiniment à Merci à toi, Phil Christophe. Et si d'avoir. j'ose encore, j'ai juste, on avait, Alessio et moi-même, on a préparé un petit sondage pour tous les participants. Alors, ça nous ferait un immense plaisir si chaque personne pourrait juste scanner. Ça prend peut-être 15 secondes. Il y a moins de 10 questions. Il y a moins de 10 questions avec réponses très courtes pour avoir un peu le retour, le feedback, etc. Ce serait vraiment, vraiment top. Ouais, on voit bien le QR code. Est-ce que vous voyez en direct les retours, s'il y a il y a On des va avoir scans? ça. Je Voilà, crois qu'on va des avoir une notifications. notif Ouais. Gmail, parce que c'est avec Gmail qu'on fait ces trucs, c'est Google Mhm. Form. D'accord. Ouais, ça nous permet après d'orienter peut-être sur d'autres sujets, si ça Oui, vous parce que bah, nous, on intéresse. est aussi courtier en financement hypothécaire. Si une fois il y avait des volontés aussi de discuter d'achat immobilier, de ce truc nous, on accompagne les clients aussi à devenir propriétaires depuis bah, finalement la constitution des fonds propres jusqu'au financement, à la stratégie liée au financement, parce que le financement, c'est pas juste je fais une hypothèque, c'est comment je construis l'hypothèque, comment j'amortis, quelle répartition dans les fonds propres je vais utiliser entre mon premier, mon deuxième, mon troisième pilier, enfin plutôt deuxième et troisième, le cash, est-ce que je peux utiliser tel ou tel argent, comment ça se passe si je reçois une donation. Il y a vraiment beaucoup de problématiques. Et je dirais, ce que nos clients ils apprécient énormément, c'est que bah, quand on a un contact avec un conseiller chez nous, au niveau des équipes ici aussi, bah, on a un contact direct. C'est-à-dire, nous, les clients d'Alessio, ils ont son WhatsApp. Donc, il y a une connexion directe. Essayez d'appeler votre conseiller bancaire sur WhatsApp, vous verrez. Et on compare 25 établissements de financement, donc il n'y a pas besoin d'aller taper à 36 portes.
il y a une vraie plus-value, en tout cas, à faire appel à notre service aussi pour les gens qui veulent être accompagnés dans le cadre d'un financement hypothécaire. Une vue 360 degrés de tous les avantages et tous les besoins. Ouais, Oui. très bien. Merci encore de votre participation, c'était très enrichissant. Merci aussi pour la première partie qui a recontextualisé un petit peu le système des trois piliers en Suisse. Et Avec puis plaisir. peut-être à bientôt pour d'autres webinaires. Avec plaisir. Merci Avec infiniment, plaisir. Christophe, pour l'opportunité. Merci à tous d'avoir participé. C'était un grand plaisir pour nous. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée Bonne et à journée. bientôt. À bientôt.